L'histoire commence avec un des plus célèbres rois de Babylone, qui est Hammurabi. Donc Babylone est la capitale de la Chaldée, et il va vouloir expandre sa région, il va vouloir en faire une région de plus en plus vaste. Pour ça, toute sa vie à lui, il va la passer à conquérir des terres, et c'est ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'à sa mort, pratiquement tout le Moyen-Orient est sous la domination de la Chaldée Babylone. Les successeurs de Hammurabi vont avoir une autre logique. Une fois que le Moyen-Orient est suffisamment grand, ils vont passer à autre chose. Pour eux, le défi va consister plutôt à remodeler, à refaçonner tous les réseaux commerciaux, c'est-à-dire à aller au plus proche de l'économie, à se faire le plus d'argent possible, parce que effectivement on a un grand territoire, mais le tout est de savoir en profiter. Donc cette Chaldée, elle va complètement péricliter sous l'effet de la restructuration politique. C'est-à-dire que ils vont complètement délocaliser ce qui avant était localisé en Chaldée. Je vais vous donner un exemple bien simple. Il y a eu cette affaire, la scandaleuse affaire du cuivre. Avant Hammurabi, et pendant encore Hammurabi, le commerce du cuivre passait par les commerçants de la Chaldée. C'est eux qui faisaient venir le cuivre, qui vendaient en Chaldée le cuivre, etc. etc. Et donc c'était des gens qui avaient déjà un commerce bien établi, et tout ça fonctionnait parfaitement. Avec ce nouveau réseau, l'État va faire venir directement le cuivre du nord de la Mésopotamie, du nord du Moyen-Orient, sans passer par ces filières qui étaient déjà traditionnelles. Donc, beaucoup de gens vont faire faillite à ce moment-là. Beaucoup de commerçants en Chaldée, de gens qui sont les descendants de gens déjà de vieilles familles chaldéennes, et qui avaient participé à la construction de cette civilisation très ancienne, très prospère et très reconnue qui est la civilisation chaldéenne, sumérienne, eux vont faire faillite. Les temps changent et ils vont eux aussi à ce moment-là se délocaliser, c'est-à-dire qu'ils vont aussi partir parce qu'ils n'ont plus rien à faire en Chaldée. Et ils vont s'installer ailleurs. C'est à ce moment-là où l'Égypte va prendre son essor, où la Turquie, qui à l'époque s'appelait le royaume hittite, va prendre aussi son essor. Les choses vont un petit peu bouger dans ces limites nord du Moyen-Orient, le nord-ouest et est. Toute cette zone du Levant va commencer à bouger sous l'effet de ces nouveaux arrivants. Alors ces nouveaux arrivants, ils vont pas partir tout seuls, c'est-à-dire qu'ils avaient avec eux des penseurs, des philosophes, ils avaient des artistes, ils avaient beaucoup de gens avec eux. Et c'est tout ce monde qui va partir de la Chaldée. Or, ce qui va se passer, c'est que tous ces gens-là étaient très importants pour la civilisation chaldéenne. C'est-à-dire que c'est eux, un petit peu, qui étaient l'exemple même du peuple. Le peuple se basait sur eux pour construire, en fait, sa propre culture, pour se construire sa propre échelle de valeur. Et tout ça, ça va disparaître quand ces gens-là vont disparaître aussi. Alors, il y a cette première vague de immigration qui finalement est très douce, qui ne paye pas de mine, qui sont ces riches commerçants et toutes leurs caravanes comme ça, qui vont se délocaliser. Mais peu à peu,
c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens déracinés qui vont apparaître en Chaldée. Il va y avoir des gens un petit peu asociaux, sauvages, un petit peu incivilisés, faute d'avoir des exemples autour d'eux, qui vont aussi apparaître, et ça c'est en plus grand nombre et dans un temps beaucoup plus durable. Donc il va y avoir ces deux types de nomadisme, dont le deuxième va être on va dire, très conséquent au niveau populationnel, et ça va être le pire des deux. C'est-à-dire que cette deuxième vague, ça va être des gens qui vont vivre en marginaux, qui vont un petit peu circuler dans le Moyen-Orient comme des marginaux. Ils vont vivre un peu de vol, de rapine. Ils vont se vendre aux plus offrants. Ils vont faire la guerre. Ils vont se faire mercenaires. Ils vont se constituer en tribus. Ils vont se vendre aux plus offrants. Et Babylone va se servir un peu d'eux pour en créer des agents déstabilisateurs dans le nord du Moyen-Orient, parce que Babylone avait peur que les Turcs et les Égyptiens puissent fondre leurs énergies ensemble, puissent se mettre d'accord afin de devenir les maîtres du Moyen-Orient. Ça, c'était une grande peur avérée de Babylone. Donc, Babylone s'est un petit peu servi de ces nomades-là pour en créer des agents déstabilisateurs qui font en sorte que les liens entre la Turquie et l'Égypte se passent mal, soit par voie de terre. Alors nous avons toute cette affaire des Habirous en Palestine, mais aussi par voie de mer. Donc on a aussi ces gens, ces nomades un petit peu qui circulent dans cette Méditerranée entre la Turquie du Sud, Chypre et le Moyen-Orient du Nord, les côtes du Levant. On va aussi avoir donc plein de ce genre de personnes-là qui vont beaucoup inquiéter les Égyptiens, par exemple, et qui donc vont déstabiliser toute cette région. S'il y a une raison qu'on peut se faire de ce mondialisme, faire en sorte de croire en tout cas qu'il n'existe pas pour rien, que ce n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il y a une raison à tout ça. Moi, personnellement, la raison, je la trouverais dans la croyance de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain est quelqu'un qui s'adapte à tout, qui, dans sa généralité, alors je ne dis pas tout le monde, mais en généralité, c'est quelqu'un de très adaptatif. Et la croyance, c'est pareil. C'est-à-dire que suivant les lieux, suivant les époques, on a une certaine croyance. Il y a une certaine forme de croyance qui est instituée, qui est installée, et elle change. Elle change donc suivant les époques, suivant le lieu où on se trouve. Nous avons des croyances tout à fait différentes. Et en fait, l'être humain a ce côté un petit peu adaptable. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a subi, il la supporte un peu, il fait avec. En généralité, il va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au bout, on pourrait en tout cas comprendre que la croyance exige de l'être humain le meilleur de ses capacités mentales. C'est-à-dire au niveau dévouement, au niveau le centre sur lequel tourne la vie de l'être humain, la croyance exige la première place. Et en fait, dans la majorité des gens qu'on rencontre, il ne faut pas croire que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que l'être humain, il est beaucoup plus politique, donc ses capacités mentales, son activité mentale va beaucoup plus
au politique qu'elle ne va au spirituel.